Alors si tout à l'heure dans la table, on est dans une loi de refondation de l'école. Ce qu'on appelle changement aujourd'hui, c'est un changement largement institutionnel, volontaire, volontariste, qui se légitime très souvent par le fait de prendre en charge des évolutions sociétales plus larges. Pour autant, l'articulation de ces changements institutionnels à ces évolutions sociétales plus larges ne va pas de soi. En tant que tel, le changement pour le changement, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde sait très bien pourquoi il faut changer. Il faut changer, d'ailleurs c'est intéressant, il faut changer parce que la société change et parce qu'il y a une représentation collective aujourd'hui qui historique est inédite, d'une école en retard sur la société. La société française étant elle-même en retard, comme vous le savez, sur plein d'autres sociétés. On se pose la question de qu'est-ce qui fait changer un établissement? C'est que l'on en ressent le besoin. L'accompagnement individualisé, il peut être au service d'un surplus de pression scolaire. L'élève qui échoue en maths, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute 2 heures. Donc s'il échoue, c'est vraiment c'est de sa faute. D'une certaine manière, on peut le lire comme ça. Vous savez bien que ça peut être autre chose. Mais ça ne dépend pas du dispositif. Ça dépend de la posture enseignante, ça dépend de la manière dont on le cadre dans l'établissement. Ce qui se passe dans un établissement peut se mesurer, s'observer à la nature des écrits qui y circulent. Que même dans les établissements, des adolescents sont de couche moyenne ou de couche supérieure, et parfois de manière d'autant plus incisive et déstabilisante qu'on est dans des établissements où normalement il n'y a pas de problème, eh bien il y a cette gestion de classe très difficile, qui vient sans doute en partie du fait que face à des collectifs de jeunes plutôt légitimes, plutôt forts parfois, plutôt déviants ou résistants, ça peut arriver, on n'a pas de collectif d'adultes. J'ai écrit dans l'éducation buissonnière que l'éducation sortait de l'école aujourd'hui. L'éducation, non pas au sens d'instruction, non pas au sens de socialisation, l'éducation au sens de formation de l'individu, de formation du caractère, de recherche de ses propres talents, de recherche de la bonne vie qu'on va mener, de ce côté très large qu'on a complètement oublié. Le risque avec ces discours de l'organisation, y compris sur le changement, c'est de recouvrir le réel du travail. Là-dessus, on peut prendre l'exemple du travail en équipe. J'ai été frappée du fait qu'il est parfois diagnostiqué dans les établissements un déficit de travail en équipe, là où les gens travaillent en équipe, mais pas de la manière dont l'établissement est prescrit, alors l'équipe de direction, etc. C'est-à-dire que des formes de collaboration affinitaire sont très fréquentes. Les sociologues s'accordent pour dire que l'enseignant seul, individualiste vraiment, il est souvent rejeté dans les établissements. Il y a une sanction de l'individualisme enseignant. Par contre, comme le rappelait Patrice, il y a des formes d'organisation du travail qui poussent à l'individualisme par l'organisation du travail. Il y a un individualisme organisationnel, puisque tant qu'on mettra les gens seuls dans leur classe, qu'on les formera seuls, etc., évidemment, les gens fonctionnent dans cette organisation du travail. Écrire est une modalité d'évolution d'une conception individuelle de l'exercice du métier vers l'inscription dans un collectif. Le deuxième risque, c'est l'idéal du travail. Faire un constat partagé sur qu'est-ce qu'il faut changer dans un établissement. S'il est vraiment partagé, ne nous cachons pas les choses. Ça fait quand même un paquet de réunions où il faut des procédures, où il faut quelques... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut avoir aussi la construction d'un idéal du travail à partir de ces changements institutionnels qui parfois est un peu, là aussi, sous-estimés. Lorsqu'on ne voit pas que ces changements produisent des tâches impossibles à faire, transformer des savoirs en compétences, excusez du peu, donc voilà, et bien du coup on va se retrouver avec l'impression que vraiment sur le terrain les gens ils veulent pas faire les compétences, etc. Mais quand on porte un regard plus analytique, on se rend compte que c'est faux. Enfin je veux dire, les gens veulent faire plein de choses, alors je ne sais pas s'ils veulent vraiment faire les compétences, peut-être certains, d'autres pas, etc. Mais l'écart se creuse et du coup ça devient compliqué d'ancrer ces changements dans une réalité. J'ai voulu montrer que ce côté rhétorique, discursif pouvait très bien s'expliquer, en particulier par des nécessités de modernisation, d'organisation trop bureaucratique, trop rigide, mais que pour autant, ces discours de l'organisation
pour reprendre le mot de Christophe Dejour, recouvrait très souvent le réel du travail des acteurs, qui du coup, voyant leur travail un peu dénié, eh bien, peuvent adopter des attitudes défensives qui sont très vite taxées de résistance au changement. Et j'ai voulu essayer de montrer que cette déliaison entre rhétorique et réel du travail aujourd'hui bien posait parfois plus de problèmes que les changements eux-mêmes proposés n'étaient censés